L'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir les rudiments du dessin avec Inkscape pour la broderie et les rudiments d'Inkstitch pour transformer ce dessin en broderie. Quand on ouvre Inkscape, on obtient un écran de ce genre avec, comme ailleurs, des menus et ici des outils à utiliser. L'idée, c'est de découvrir un petit minimum d'outils d'Inkscape aujourd'hui. Le premier outil que nous allons découvrir est l'outil Plume, qui permet de tracer des courbes de Bézier et des segments de droite. Vous voyez qu'il y a un B à côté qui est la lettre de raccourci pour obtenir cet outil qu'on appelle souvent outil Bézier. Alors je vais le sélectionner et je vais voir comment dessiner avec. Si je clique une première fois, j'obtiens un point qu'on appelle ici un nœud. Je peux en placer autant que je veux. De cette façon, j'obtiens des segments, sauf si, quand je vais placer mon nœud, j'appuie sur le clic et je garde le clic enfoncé, ce qui me permet de courber mon segment. Voilà. Je peux continuer autant que je veux. Si je m'arrête ici, je vais avoir un chemin ouvert. Si je continue et je viens retrouver ce point ici et je clique, je vais avoir un chemin fermé. Si je ne ferme pas le chemin, il faut que je valide pour obtenir le chemin. Voilà, on a vu un petit minimum. Alors, que peut-on faire avec cet objet, puisqu'il s'agit d'un objet dans Inkscape? Je peux le sélectionner, voilà, comme dans mon coup d'envoi. Je peux aussi utiliser cet outil nœud. J'ai parlé tout à l'heure de ce que les points que je plaçais, on les appelait des nœuds, alors les voilà qui apparaissent. Et peut-être que vous avez remarqué que quand j'avais travaillé par là, il apparaissait ici des choses que j'appelle des poignées. Pourquoi des poignées? Parce qu'elles nous permettent de modifier la courbe. Alors ici, je remarque que j'ai des poignées de chaque côté qui bougent ensemble. C'est ce qu'on appelle un nœud doux. Et si j'ai besoin d'avoir un nœud doux, je peux cliquer ici pour l'obtenir. Si je regarde ici, ces nœuds, eh bien, je n'ai pas des poignées qui sont dans la suite l'une de l'autre, mais elles forment un angle. Et là, c'est ce qu'on appelle un nœud dur. Alors, ce nœud dur, je peux l'utiliser si, par exemple, je veux transformer ici celui-là en nœud dur. Je vais aller chercher ici le mot nœud dur, le bouton nœud dur. Et là, je pourrais transformer ma courbe. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est important de savoir qu'il existe plusieurs variétés ici et je vous conseille de les essayer quand vous pourrez dessiner un peu. Donc ici, on a obtenu ce qu'on appelle un chemin dans Inkscape et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour dessiner avec ce chemin. Alors maintenant, nous allons sélectionner notre chemin. Nous allons le supprimer pour pouvoir faire autre chose. Cette autre chose, ça va être d'importer une image très simple pour voir comment on peut dessiner dessus. Alors pour importer une image, on va dans Fichier, Importer, on trouve l'image qu'on veut, on l'ouvre, on nous propose un menu, on peut l'accepter tel quel. On verra plus tard, éventuellement, s'il y a des choses à modifier. Alors l'idée c'est, j'ai une image, sur cette image j'ai un trait, et je vais essayer de voir comment utiliser mon outil Plume, mon outil Bézier, pour reproduire ce trait. Je vais placer des points, j'en place autant que j'en veux, là où ça me paraît judicieux. Je peux toujours en rajouter, je peux en enlever.
et si nécessaire, je pourrais modifier autant que je veux. Alors, il faut maintenant que je fasse bouger un petit peu mes segments. Donc ici, je vois que j'ai une croix qui apparaît. Je m'approche aussi bien que possible de mon trait. Bon, c'est déjà pas si mal. Alors je vais regarder un petit peu parce qu'ici j'ai un petit point qui me tracasse un peu. Je remarque que sur la ligne rouge, c'est bien régulier, bien... Alors que là, j'ai une espèce d'angle. Comment faire? Eh bien, je vais tout simplement aller sélectionner mon nœud et je vais demander d'avoir un nœud doux. Je ne veux pas du tout d'un angle. Alors évidemment, ça va modifier certaines choses. Je vais modifier ici. Alors attention, maintenant j'ai un nœud doux. Si je modifie ici, ça modifie les deux à la fois. Donc pour ne pas modifier l'autre, ce que je peux faire, c'est déplacer celui-là, allonger la poignée. Et puis je peux bouger celle-là jusqu'à temps que ça me paraisse tout à fait bien. Alors ça n'a pas l'air de vouloir bouger, d'être correct uniquement en déplaçant ici. Je vais voir ce que ça donne ici. Et puis je retouche partout jusqu'à ce que ça soit tel que ça me plaît. Voilà, je peux considérer que j'ai un trait qui est assez semblable à celui qui est rouge. Je peux perfectionner à l'extrême. Vous voyez qu'on peut fignoler beaucoup pour que ce soit très très bon. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que on a quelque chose de mieux à faire quand même. Alors, remarquons une chose, c'est que ici, si je désélectionne tout, je distingue plus trop mon trait rouge que je voulais reproduire et puis ce que j'ai reproduit. Alors pour se retrouver dans les objets, ici on en a deux, on a une image et puis un chemin, c'est pas trop difficile, mais s'il y en a beaucoup, eh bien on a dans Inkscape la possibilité d'ouvrir une fenêtre qui s'appelle boîte calquée objet, qu'on appellera souvent la boîte d'objets, qu'on peut agrandir un peu si on veut. Et là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que j'ai mon image, je suis en train de la sélectionner, et puis ici, je clique et je sélectionne mon chemin. Alors l'image, si j'en ai plus besoin, parce que j'estime que j'ai suffisamment bien dessiné, eh bien cette image, je peux la cacher. Alors je l'ai cachée, elle n'a pas disparu. Quand elle est cachée, je n'agis plus dessus, mais si j'ai besoin de la retrouver, eh bien, je vais revenir ici et la retrouver. Alors, même chose d'ailleurs ici pour ce chemin que je peux cacher si c'est nécessaire. Voilà, alors maintenant, nous allons passer au travail sur une image. Je sélectionne mon chemin, je n'en ai plus besoin maintenant, donc je vais aussi le supprimer. Et puis, je vais importer l'image sur laquelle je souhaite travailler. Donc, je retourne dans Importer, et je vais choisir l'image sur laquelle je souhaite travailler. Alors chez moi, elle est ici, et donc je vais essayer de travailler avec cette image. On montre tout un tas de possibilités. Je peux garder tout ce qui m'est proposé pour l'instant. Je vous conseille vivement de garder entre autres le incorporer quand vous débutez. Vous lirez les explications pour voir si c'est préférable d'importer ou de lire. Alors voilà mon image. Bon, elle est très simple, c'est l'idée de voir les premières possibilités qu'on a avec InStitch. Et tout de suite se pose le problème de quelle dimension je vais donner à ma broderie. Alors, si je vais ici, je lis que j'ai une dimension de 140 mm par 135, en gros. C'est beaucoup trop gros pour le projet qu'on aura plus tard, et puis enfin, ce petit motif ne mérite pas de faire 14 cm de côté. Alors je vais choisir de lui donner, je vais le diminuer. Alors pour le diminuer,
en gardant la proportion, je vais ici verrouiller, ce qui fait que quand je diminuerai ici, je ne déformerai pas mon dessin. Alors je le diminue, je vais me débrouiller pour avoir environ 5 cm. Voilà, par exemple m'arrêter ici. Donc on a donné à notre image une dimension qui nous paraît convenable. On remarque bien une chose, c'est que j'ai donné ces dimensions à l'image, mais pas à la tête là sur laquelle je travaille. Alors j'ai la possibilité d'aller mesurer sur InStitch. Alors par exemple, je vais mesurer d'ici à ici, voir quelle dimension j'obtiens. M'aperçois ici que j'ai quelque chose du genre 42 mm, presque 43. Donc finalement, c'était peut-être un peu petit. Alors je vais agrandir de nouveau, ajuster. J'ai quelque chose aussi de pratique qui peut m'aider. Dans l'affichage, je peux aller faire afficher la grille. Elle est en centimètres. Alors, si je regarde mon image ici, je peux me caler à un endroit où ça soit facile pour lire. Je vais facilement voir sur ma grille les dimensions de mon objet là. Je voudrais la tête là. 1, 2, 3, 4 et presque 5. Bon, bah allez, je vais rester comme ça. Alors, j'ai choisi pour mon image des dimensions qui me convenaient. Je vais m'intéresser un petit peu maintenant à la page sur laquelle je travaille. Ici, j'ai rien modifié, c'est la page par défaut, c'est une page au format A4. Ça n'a pas bien de sens pour notre broderie. On va voir comment la modifier pour, par exemple, utiliser les dimensions de notre cadre. Alors, on va aller dans Fichier, Propriétés du document. Dans ces propriétés, on va pouvoir modifier la page qui est ici au format A4 en lui mettant un format de 100 par 100 mm. On voit que ça se modifie au fur et à mesure. On peut remarquer aussi qu'il y a d'autres propriétés sur cette page. Alors au passage, on va voir qu'on peut, par exemple, modifier la couleur de notre page. Je peux décider que je veux que le fond de ma page il soit de cette couleur, par exemple parce que c'est le tissu que je vais utiliser. Ça nous permet donc d'avoir un fond de page à notre couleur. On peut modifier aussi le fond d'écran, on peut modifier beaucoup de choses. Alors, on va revenir quand même à du blanc parce que c'est plus facile pour la vidéo. Donc j'accepte tout ça et je vais venir mettre mon image sur ma page qui a maintenant les dimensions d'un cadre 100 par 100. Alors évidemment, on mettra le cadre qui nous convient et qui convient à notre machine, bien sûr. Alors maintenant, la grande aventure commence. Ce qu'on veut, c'est transformer ce petit bout de dessin en quelque chose que la machine comprenne. Pourquoi la machine, elle ne comprend pas notre image? Pourquoi on ne peut pas lui rentrer directement une image? Alors ici, c'est une image en PNG, mais vous pouvez avoir des images en JPEG, en JPG, etc., etc. Alors on va regarder, on va grossir un petit peu ici, et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que quand je grossis beaucoup, en fait je vois que l'image elle se compose, là sur le bord, on les voit parce qu'ils changent bien de couleur, elle se compose de petits carrés. Ces petits carrés, c'est rien d'autre que les pixels dont on entend parler. Alors les images, c'est souvent en millions de pixels, alors que les points de broderie, quand on a un motif de broderie, ça va plutôt être en milliers de points. Déjà simplement ça nous montre que les points et les pixels, c'est vraiment pas la même chose. Donc la structure de l'image, elle parlerait pas du tout à notre machine qui veut avoir des indications pour bouger le cadre d'une dimension égale à un point dans une direction ou dans une autre. Donc il faut maintenant qu'on traduise cette image de façon à ce que la machine la comprenne, et puis qu'on la traduise aussi, je dirais, au point de vue esthétique, parce qu'on n'est pas obligé de faire exactement la même chose. On va voir à certains moments qu'il faut interpréter, que tout ne peut pas se traduire automatiquement. C'est la raison pour laquelle je ne vous parle pas ici de la vectorisation automatique, c'est possible dans Inkscape, et en général ça donne des résultats
sur lesquels il faut beaucoup retravailler et c'est pas très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais commencer par dessiner? Je vais reprendre mes petites connaissances sur l'outil Bézier et je vais essayer de dessiner la tête, par exemple. Alors, la tête, elle est assez ronde. Je vais partir ici, je vais faire un petit peu comme j'avais fait pour mes chemins, je vais mettre des points par-ci par-là, sur le bord, et puis, quand je vais avoir fermé mon chemin, alors je remarque au passage que mon chemin il est apparu ici, je vais venir passer en mode nœud, et je vais modifier ici mon contour. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure, je pourrais éventuellement perfectionner en faisant apparaître les poignées, si c'est nécessaire. Voilà. Je m'attaque à cette partie-là. Je vois bien qu'ici c'est pas tout à fait parfait. Alors, je vais améliorer. Et puis, voilà. Oh tiens, je me dis celui-là, il est un petit peu, ça fait un petit peu une pointe. C'est pas trop bien. Et dans le fond ici, c'est bien régulier. Et par conséquent, je vais choisir, je vais sélectionner tous mes points et je vais en faire des nœuds doux. Comme ça, j'aurai pas le problème de petits pics qui peuvent apparaître. J'aurai peut-être un petit peu des rectifications là à faire, que ça soit tout à fait bien. Voilà. Encore une petite modification là en bas. Voilà. Alors, j'ai déjà pas mal travaillé. C'est plus que prudent de tout de suite aller enregistrer son travail. Donc on fait fichier, enregistrer, je fais enregistrer sous, comme ça je peux choisir, je vais aller dans le fichier qui me convient, pour moi c'est celui-là, et je vais enregistrer, donc je vais l'appeler tête 1. Alors on fait attention de ne pas mettre d'accent, ne pas mettre de caractères trop particuliers, d'écrire des noms courts, parce que dans les machines à broder, les noms avec des accents, par exemple, posent des problèmes souvent difficiles à résoudre. J'enregistre dans le format SVG, qui n'est pas du tout un format pour la machine à broder, mais qui est un format de travail et dans lequel je pourrais revenir si par ailleurs je veux faire ultérieurement des modifications à mon dessin. Donc j'enregistre dans ce format SVG, et puis plus tard, j'enregistrerai, cette fois je referai enregistrer sous, et j'irai enregistrer dans un autre format qui sera le format de ma machine. Mais pour l'instant, c'est tout à fait prématuré. Donc je reste avec l'idée que je travaille sur mon dessin et que ce qui m'intéresse, c'est le fichier SVG. Bon, j'ai fait le contour de la tête. Je vais m'intéresser par exemple à l'œil maintenant. Alors cet œil, il a l'air bien rond. Je vais essayer d'utiliser un autre outil. Je vais utiliser l'outil Ellipse Arc qui permet de créer des cercles, entre autres. Donc, je choisis de créer un cercle. Alors, si je fais au hasard, je vais avoir une ellipse. Là, je vais imposer d'avoir un cercle. Et pour imposer d'avoir un cercle, il faut appuyer sur la touche CTRL en même temps qu'on dessine le cercle. Voilà. Bon, il n'est pas tout à fait à la bonne place, mais c'est pas un problème. Je peux le déplacer, et puis s'il n'a pas tout à fait les bonnes dimensions, je peux corriger un petit peu si je trouve qu'il est trop petit. Voilà, je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà.
Alors, c'est bien, mais maintenant je voudrais tracer la pupille. La pupille, et ben voilà, elle se voit plus derrière, hein, parce qu'elle est cachée par mon objet. Alors j'ai plusieurs solutions. Une solution qui consiste par exemple à aller voir là-dedans dans fond et contour. Alors ce fond et contour, vous l'avez peut-être pas vous directement, mais vous le trouverez aussi dans objet, et vous cliquez sur fond et contour, et ça va apparaître ici dans votre là où on avait la boîte des objets tout à l'heure. Alors, ça me plaît pas du tout d'avoir ce rouge, parce que j'ai décidé que je voulais que ça soit la même chose que le dessin, que ça soit du marron. Donc je vais chercher un marron, je peux le faire un petit peu, je dirais, au pifomètre. Et je peux aussi, pour prendre une couleur précise, utiliser la pipette, qui va prendre la couleur qui est là, et la mettre sur mon objet. Très bien, mais je vois toujours pas la pupille. Alors il y a moyen de rendre un petit peu transparent, c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici, et je peux rendre mon objet un petit peu transparent. Je peux me le rendre très transparent pour bien y voir. Et puis je modifierai cette question de couleur de nouveau après. Voilà, j'ai créé mon premier objet, mon premier œil. Je vais reprendre mon outil cercle, et puis je vais en faire un pour les pupilles. Alors même chose, j'appuie sur la touche CTRL. Je trace la pupille. Voilà. Alors, je viens préciser mon dessin. C'est un peu trop petit, j'agrandis. Cette fois, je ne veux pas rouge. Je vais aller chercher du bleu avec ma pipette. Je suis toujours dans ma boîte fond et contour. Donc j'ai de nouveau l'œil et sa pupille. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, plutôt que de refaire la même chose ici, c'est possible, mais je vais apprendre par une autre méthode. Je vais sélectionner le fond ici et la pupille, et je vais copier ces objets. Et puis, de la même façon, je vais les coller. Alors, ils sont venus un petit peu par là, je les déplace pour qu'ils aient tout à fait la bonne place. Voilà. Alors maintenant, j'ai dit que mes objets ici et ici, je voulais qu'ils soient en marron à 100%. Il n'y a plus de transparence, j'en ai pas besoin. Voilà. Je vais tracer la bouche. Alors la bouche ici, je peux reprendre mon outil Bézier et je vais tracer un segment qui commence ici et qui finit ici. Je valide. Je passe en mode nœud. Je transforme mon segment. Alors je fignole mon histoire avec les poignets. Et alors là, on va constater que j'ai pas tout à fait la même chose que ce qu'il y a dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'épaisseur. Alors j'ai essayé de donner de l'épaisseur au segment que je viens de tracer. Ça c'est très facile. Je vais aller dans contour, parce que c'est un contour que je viens de tracer, dans style du contour. Alors, le problème se pose, est-ce que je vais avoir quelque chose de suffisamment large pour que ça puisse être un zigzag ou pas? Alors je vais essayer. Ici, ça devrait marcher en mettant 1,5. Oui, ça recouvre, c'est à peu près correct. Donc là, je pourrais avoir un zigzag. Si j'avais pas pu mettre cette épaisseur-là, à ce moment-là, j'aurais laissé quelque chose de plus étroit. J'aurais fait un point droit plutôt qu'un zigzag. Vous voyez que la traduction n'est pas automatique, ça dépend des dimensions. Si la tête est beaucoup plus petite, par exemple, ça ne sera pas justifié du tout de donner cette largeur-là. On verra quelles conséquences ça a au niveau de la broderie. Bon, il faut peut-être que je lui mette des cheveux. Alors, pour lui mettre des cheveux, je vais retourner dans mon outil Bézier. Je vais en dessiner un. Voilà. Je valide.
J'ai donc dessiné le cheveu, je peux le modifier un petit peu si je trouve que ce serait plus rigolo qu'il soit un petit peu courbe, voilà. Et puis je vais me servir de celui-là pour dessiner les autres. Alors je vais le copier, je signale que pour copier on a un raccourci très pratique, j'enfonce la touche CTRL et la touche C en ayant mon objet qui est sélectionné. CTRL C, ça me copie mon objet. Maintenant je vais venir par là, je vais venir ici et je fais CTRL V et mon objet est arrivé ici. Alors il se trouve qu'il s'est mis en position pour pouvoir le tourner. Bon, ça me plaît pas tout à fait, ça n'a pas l'air de vouloir coïncider. Je peux essayer par exemple les effets de symétrie, retourner horizontalement. Et puis maintenant je peux le tourner. Voilà, ça me plaît mieux. Je vais encore déplacer un petit peu. Alors comment c'est en cliquant qu'on passe de cette position de sélection à cette position pour faire des rotations. On a ici le centre de rotation. Alors j'ai copié mon objet, maintenant je vais continuer à coller. Alors je colle mon cheveu ici avec CTRL V. Voilà, je l'arrange éventuellement un peu en le faisant tourner. Bon alors là c'est la même chose, hein, j'interprète un peu, si j'ai pas tout à fait envie que ce soit pile à cet endroit, c'est pas grave. Alors maintenant je vais de nouveau copier d'ici mon objet. Je peux l'arranger un peu. J'ai l'impression qu'il serait mieux retourné, donc je vais essayer de le retourner ici. Bah oui, ça tombe bien. Je peux le déplacer un tout petit peu si je trouve que c'est pas tout à fait bien. Même chose ici. Je vais venir coller ici. Il a l'air d'être tombé en place. On n'en demande pas plus. Je viens ici, je colle de nouveau. Il me plaît pas tout à fait. Je tourne un peu, je modifie. Bon, celui-là aussi, il est probable qu'un petit coup comme ça lui ferait du bien. Voilà. Et je viens coller ici le dernier, qui a l'air de pas si mal aller comme ça. Voilà, j'ai donc copié mes cheveux. Donc, résumons. J'ai copié les cheveux, j'ai fait les yeux, tout va bien, et j'ai fait la bouche. Alors maintenant, en somme, l'image ne me sert plus à rien. Je vais faire la même chose que ce que j'avais vu tout à l'heure. Je vais la cacher. Ah, tiens, surprise, le fond, il n'est pas comme je le voulais. Le fond, je voudrais qu'il soit sans contour et qu'il soit avec un fond jaune, la tête. Je vais donc retourner dans mon fond et contour. Je vais m'occuper du fond cette fois. Et je veux qu'il y ait du remplissage. Alors il me le remplit en marron, ben, c'est pas ce que je veux, moi je voudrais en jaune. Donc on va faire apparaître du jaune, un jaune qui nous plaise bien, qui se voit bien aussi quand on va faire les simulations. Ça va bien ici. Voilà. Et puis remarquons qu'il y a un contour. Et pour l'instant, il n'y en avait pas sur le modèle que j'avais. Bon, et ben je ne vais pas en mettre, alors donc je vais dans contour et je vais supprimer le contour. Alors, en somme, j'ai tout dessiné. Imaginons qu'on brode, qu'est-ce qui va se passer? Regardons un petit peu la liste de nos éléments. Alors l'image est cachée. Donc dans l'ordre, j'ai le chemin 1, le chemin 2, le chemin 3, puis je reviens sur le marron de l'autre œil, puis sur le bleu de l'autre œil, puis la bouche. Tiens, la bouche elle est noire. Il faudra peut-être que je pense à la mettre, elle était en marron, je vais la mettre en marron. Bon, alors, il ne faut pas me creuser la tête à essayer à trouver un marron pareil, je vais venir ici, comme ça j'aurai exactement la même couleur. Et puis, donc j'en étais à regarder la liste de mes objets, donc j'ai la bouche qui est brodée, et puis je vais broder un cheveu, un autre cheveu, etc. Voilà. Alors je remarque quand même que les couleurs sont mélangées, hein. J'ai un coup de marron, un coup de bleu, un coup de marron, un coup de bleu, donc je pourrais trier mes objets. Mais il y a un autre problème auquel il faut penser, c'est que si je regarde bien les choses, puis si je bouge ces objets-là, en fait j'ai le fond,
Il n'y a pas de trou dessous là. Alors, je vais annuler mon déplacement parce que je ne veux pas bouger les yeux n'importe comment. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a le jaune là-dessous, l'objet marron par-dessus, et l'objet bleu par-dessus l'objet marron. Alors, au niveau du dessin, c'est pas gênant du tout. Ça sort très bien, on ne voit pas de problème avec ça. Sauf qu'en broderie, on n'a pas envie d'avoir une première épaisseur de broderie en jaune, puis une deuxième épaisseur de broderie en marron, puis une troisième épaisseur de broderie en bleu. Il va donc falloir faire des trous dans notre broderie, dans nos dessins, pour qu'on ait une seule couche à un seul endroit. Alors on va apprendre à faire des trous dans notre broderie. Alors l'idée, c'est donc d'utiliser le fond de notre œil, là, marron, pour faire un trou exactement aux bonnes dimensions dans la tête. Alors pour faire ça, c'est très possible. Je sélectionne le fond. Celui que je veux enlever, il faut qu'il soit par-dessus. Et je vais aller chercher une fonctionnalité dans chemin qui me permet de faire la différence. Alors oui, j'ai bien un trou, mais pas de chance, l'œil il a disparu. Donc c'est pas exactement ce que je voulais obtenir moi. Je veux obtenir le trou, mais je veux quand même qu'il y ait la partie marron à broder par-dessus. Alors j'annule ce que j'ai fait avec CTRL Z. Et puis il y a une petite astuce, je vais sélectionner cet objet et puis je vais tout de suite en faire une copie. Je vais le dupliquer, ça fera une copie en place. Alors la copie elle s'est faite parce que vous voyez d'abord que j'ai un objet en plus ici, et puis cet objet il recouvre la pupille. C'est pas gênant. Je vais le sélectionner en même temps que la tête, et je vais recommencer mon opération, chemin, différence. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai bien l'œil et la pupille, je les ai toujours, mais la différence c'est que si je déplace ici, et bien dessous, il y a bien un trou. Voilà, donc j'aurai déjà le fond jaune avec le marron, il ne fera pas une couche supplémentaire. Je vais faire la même chose avec celui-là. Alors c'est pas la peine que je passe tout de suite par, je fasse le trou comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais tout de suite le dupliquer, prendre celui-là, chemin, différence. Et même chose ici. Si je déplace ça, je constate qu'il y a un trou derrière. Alors même processus ici. Je choisis celui-là, je le duplique. Ah, vous voyez qu'il y a des raccourcis, vous voyez le CTRL plus D qui apparaît ici sur la droite, ça permet d'avoir les raccourcis. Quand on les utilise beaucoup, on finit par les apprendre. Mais je vais le faire à la main, voilà. J'ai donc mon rond qui va me servir pour faire la différence. Je sélectionne le fond, chemin, différence, et je vérifie que j'ai bien fait un trou ici. J'annule. Je vais faire la même chose pour le bleu. Édition, dupliquer. Je prends celui qui est là. Alors signalons aussi que dans l'ordre, il faut que, pour que la différence marche, il faut que le fond, le marron, c'est celui-là, il soit dans la pile, là, il soit en dessous du cercle avec lequel je vais faire la différence. Il faut bien que je les trouve dans l'ordre, sinon la différence, elle se fait mal. Si vous avez une différence qui apparaît, qui est complètement bizarre, c'est simplement que vos objets ne sont pas placés comme il faut dans la pile. On verra après comment les modifier. Alors je fais la différence et je regarde pour voir si j'ai bien. Oui, tout à fait, donc tout va bien. Voilà. Alors cette fois c'est mieux parce que ça va broder le fond. Et puis après, ça me brodera mes yeux sans qu'il y ait de surcouche nulle part. Alors j'ai toujours pas tellement parlé de broderie, je ne sais pas si mes objets ils sont aptes à être brodés. Alors pour voir comment les broder, il faut faire ce qu'on appelle les paramétrer.